L'histoire débute avec Akira, en larmes, se remémorant la mort de ses parents. Son ami, le serrant fort, tente de le consoler, comprenant la dureté de la solitude, mais elle est bien décidée à le calmer et à le réconforter. Il voudrait qu'elle ne s'inquiète pas, mais elle le rassure, promettant de rester près de lui jusqu'à ce que tout s'apaise, lui affirmant que tous veilleront sur lui et qu'il ne sera jamais seul. Les années s'écoulent, et l'histoire avance de 9 ans, la technologie de l'IA ayant alors considérablement progressé. Une association à but non lucratif, l'Association des victimes de l'IA, est créée, collectant des signatures pour une pétition gouvernementale. Réglementer les applications d'IA. Plus de 50 000 personnes ont manifesté à Kyoto, provoquant une forte présence policière en ville. La scène se déplace vers des gens ayant perdu leur emploi, incapables d'utiliser l'IA, angoissés que les criminels l'employant ne soient pas appréhendés. Puis, Toa interroge le public sur l'IA, démontrant sa capacité à identifier, analyser et organiser les données selon ses réglages, mais beaucoup pensent qu'elle est dépourvue d'âme. Il est rappelé que les âmes humaines ne sont que de simples signaux électriques émis par les organes. Pendant ce temps, Akira, dans sa chambre, rêve de son ami intime, serrant son oreiller jusqu'à ce que le réveil le tire de son sommeil. Il consulte son téléphone, l'image de Toa y apparaît, une personne qu'il ne peut cesser de contempler. Troublé par son rêve, il se prépare pour l'école et interroge son IA sur l'actualité. Celle-ci diffuse un reportage sur Toa, désormais âgé de 19 ans, devenu la coqueluche de la ville et un talent absolument impressionnant. Il sort de sa chambre pour déjeuner avec son père adoptif, juste au moment où Toa arrive, l'air épuisé. Elle admire qu'il aille à l'école, mais il lui rétorque qu'elle devrait étudier comme tout le monde. Elle explique que l'apprentissage n'est plus utile pour elle, l'ayant déjà maîtrisé, et que sauter des classes pour obtenir son diplôme plus tôt est un choix tout à fait logique. La narration nous transporte 10 ans après son adoption par Kazuyama Umati, et Toa pense qu'il serait vraiment agréable de lui concocter une surprise. Elle est présentée comme un génie exceptionnel, mondialement reconnu, ayant déjà obtenu de multiples diplômes universitaires avancés avant même ses 18 ans. Elle dirige une entreprise et exerce comme consultante en recherche. Ayant participé à l'élaboration de la plupart des technologies contemporaines, Akira sait que pour être digne d'elle, il doit absolument dépasser le simple statut familial et se rapprocher d'elle, mais il ignore totalement comment s'y prendre. Des souvenirs de son passé ressurgissent. La perte de ses parents à 7 ans, puis la rupture avec ses proches, le laissant seul, jusqu'à ce que Kazuyama, un ami de son père, l'adopte, le sauvant, lui et Toa, et lui offrant une nouvelle famille. Pourtant, il ne veut plus être perçu comme le petit frère. La scène passe à Toa, supervisant la construction du plus grand pont du monde, grâce à l'IA qu'elle a conçue. Après une réunion, elle songe à offrir un cadeau à Akira, mais hésite, ne parvenant pas à se décider. En regardant ses photos, elle réalise sa maturité, puis éteint le système d'IA pour réfléchir en paix. C'est alors qu'Akira entre soudainement. Elle l'invite à dîner et il trouve les plats absolument délicieux. Il s'installe et quand elle lui demande ce qu'il désire, il exprime son souhait de cuisiner cette fois, révélant vouloir tester une nouvelle recette. Elle tente de lui préparer quelque chose, mais il l'arrête délicatement, la laissant un peu, voire même légèrement, déçue. Plus tard, il s'installe sur le canapé, regardant des nouvelles plutôt inquiétantes concernant la robotique. Plusieurs pays exigent l'arrêt immédiat du projet, et un chef religieux apparaît à la télévision, dénonçant l'idée de robots humanoïdes, les qualifiant de menaces absolument inacceptables. Leur esprit et corps complets, les rendant étrangement similaires aux humains, Toa réalise qu'un complot se trame. Elle se souvient des craintes de son père concernant des conspirations secrètes, se demandant comment agir, sachant que le succès de ses manœuvres nuirait gravement à son travail. Le père de Toa avait prévenu que les pires scénarios pourraient geler ses recherches, et Akira espérait que cela n'arriverait pas. Toa voyait les robots humanoïdes comme des inventions, source de joie, et ne saisissait pas ce rejet généralisé. Son père lui dit de rester calme, promettant de contacter analystes et employés pour enquêter. Akira, incapable d'aider directement, retourna dans sa chambre et demanda à son IA la probabilité d'annulation du projet de Toa. La réponse, 82%, signifiant que ce qui devait être achevé en 5 ans pourrait désormais en prendre 20. Le père de Toa réapparut, demandant à Akira de rester calme et d'être un soutien solide et fiable. Akira décida d'étudier chaque jour, malgré les faibles chances, se concentrant sur un unique objectif, maintenir Toa motivé en cherchant diverses manières de l'encourager. Son père expliqua ensuite que les chances de modifier la situation étaient extrêmement minces, des entreprises rivales ayant voté contre le projet, arguant qu'il contredisait les principes de l'église, ce qui affaiblissait considérablement la position de Toa. Quelque temps après, Akira l'invita au zoo. Allongée sur son lit, elle demanda à son IA si la situation était juste. L'IA lui conseilla le calme et suggéra d'exprimer ses sentiments. Elle se hâta alors de choisir sa robe, prête à sortir. Le lendemain, ils profitèrent d'un mouillard du zoo et virent un film. Le soir, Akira l'emmena dans un salon de massage où elle se sentit profondément relaxée. Ils se retrouvèrent, échangèrent quelques mots, puis il lui offrit un objet robotique de sa création, la comblant de joie. Il avoua étudier constamment ses systèmes artificiels pour l'aider, ce qui la toucha, car il ne voulait plus être son petit frère. Son visage rougit, mais elle changea de sujet, louant le petit chien qu'il avait créé. Il le remarqua mais préféra garder le silence. Sur le chemin du retour, elle lui proposa une courte promenade. En marchant, elle se rappela que le lendemain marquerait 10 ans de vie commune. Mais la conversation s'arrêta là. Plus tard, elle lui offrit un album photo 3D
et il fut ravi en feuilletant les clichés. Pourtant, elle revint sur leur sujet précédent, décidant de le relancer, expliquant avoir toujours voulu que leur relation dépasse les liens fraternels et qu'il avait été le soutien l'ayant aidé à avancer durant toutes ces années. Elle s'était persuadée qu'il était son frère, mais en le voyant grandir, devenir plus viril, cette conviction s'affaiblissait. Akira lui confessa alors son amour et son désir de l'épouser. Elle répondit calmement qu'il devait attendre, car ils étaient jeunes, et qu'un début en tant que jeune couple était la meilleure option. Akira rentra chez lui, l'homme le plus heureux du monde, félicité par son Nia, bien que sachant que le vrai défi débutait. Des années s'écoulèrent. Toa décida de révéler la vérité sur les robots. Face aux protestations massives, elle tint une conférence de presse pour répondre aux questions et préoccupations. Elle présenta le projet LC, un plan de développement humain intégrant des dispositifs d'IA au corps via des technologies bioélectroniques. Chaque individu pourrait ainsi se connecter à l'IA 24h/24 et 7J7 via un réseau de soutien, grâce à la collaboration d'esprits brillants de divers domaines. Elle admit l'hésitation de certains face à ces mesures, mais assura qu'il n'y avait rien à craindre, promettant des détails de sécurité. Soudain, un jeune homme surgit sur scène, arme pointée, l'accusant de trahir l'humanité, de défier le Créateur, exigeant qu'elle s'excuse et meure. À cet instant, Akira s'élança devant elle pour la protéger, mais l'agresseur, en chutant, tira 2 coups qui atteignirent Akira. Il s'effondra, s'excusant de l'incident, puis perdit connaissance. Il se réveilla comme renaissant, découvrant un monde en ruine totale autour de lui. Ainsi s'acheva le premier épisode. Après quelques instants, Akira ne pouvait croire ce qu'il voyait, ses yeux errant sur les environs désolés. Il aperçut alors une fille lointaine le fixant, l'appelant par son nom, le faisant penser que tout cela n'était qu'un rêve. Akira ressentait encore la douleur de la chute, avec une légère étourdissement, mais tout semblait irréel, le faisant s'interroger sur ce qui lui arrivait. Il se souvenait être sorti d'une sorte de capsule, peut-être un appareil médical sans en être certain. À cet instant, il entendit des voix proches et vit un homme s'approcher avec la jeune fille. Leur conversation lui parut étrange et difficile à saisir, mais il fut stupéfait quand l'homme le désigna comme étant le sage. Ils expliquèrent être venus après le tremblement de terre ayant secoué les ruines. Akira tenta de se lever, mais son corps faible le fit chuter, l'obscurité envahissant sa vue. Un instant plus tard, il entendit la voix féminine. Ouvrant les yeux, il se retrouva dans une charrette, luttant pour s'asseoir, les remerciant, pensant qu'il se trompait, car il n'était qu'Akira. L'homme se présenta comme le chef d'un village voisin, révélant que la jeune fille était sa fille, Ida. Ils l'informèrent qu'on le tenait pour sage, car il avait été découvert endormi dans la capsule. Depuis, tout le village le vénérait pour sa supposée connaissance et sagesse. Ils mentionnèrent que le système Wieya supervisait toujours ses ruines, veillant à ce qu'il reste sous surveillance. Mais Akira ne comprenait rien. Pensant à Toa, il s'inquiéta pour sa sécurité en entendant le nom du lieu où il se dirigeait. Soudain, un souvenir vif le frappa, un lieu visité avec elle et son père. Mais la mémoire se mua en douleur, voyant la destruction alentour, intensifiant son mal de tête, le forçant à s'allonger, souhaitant que ce qu'il voyait ne soit qu'un cauchemar. Plus tard, il se réveilla dans une maison modeste, accueilli chaleureusement par une femme ravie de le voir debout. Il demanda où il était. Elle répondit qu'il était chez elle et l'invita à se reposer, ce qu'il accepta avec gratitude. Des heures s'écoulèrent en discussions et repas, mais la compagnie fut stupéfaite par ses récits d'un temps révolu. Quand il demanda depuis combien de temps il dormait, personne ne sut répondre, n'étant que de simples villageois, ignorants de l'histoire. Cependant, ils affirmèrent devoir tout rapporter à Wieya. Akira, surpris, s'enquit de cette entité. Ils expliquèrent que c'était le système qui gouvernait le monde désormais, car il n'existait plus aucun pays. Ils avaient été abolis, remplacés par cette autorité qui mit fin aux guerres, instaurant une paix durable. Cette nouvelle le choqua. Certains hommes insistèrent pour le signaler immédiatement, craignant une punition, rappelant que des gens avaient été punis pour cacher d'anciens artefacts. Cependant, Gaels estima qu'Akira venait de se réveiller, ignorant la réalité du monde actuel. Tevina acquiesça, suggérant de l'aider à s'acclimater avant toute décision. C'était la meilleure approche selon elle. Akira fut impressionné par l'unanimité de cette opinion. La nuit tombée, la plupart s'endormirent. Mais lui ne put fermer l'œil, des questions se bousculant sans cesse dans son esprit. Il sortit prendre l'air, sentant la chaleur estivale, et vit les lumières scintillantes des villages lointains. Son cœur se remplit de tristesse, des larmes coulant silencieusement en pensant à Toa, jusqu'à ce qu'il aperçoive la même fille, l'observant depuis une tour. Le matin, il résolut de parler à Ida pour des réponses. Au marché, il remarqua que les biens et transactions rappelaient le XVIIIe siècle. Il vit de l'argent échangé, concluant que sa valeur était fixée par Wieya, ce qui l'intrigua fortement. Il lui demanda où trouver des livres. Elle le conduisit à une école, tandis qu'une autre fille les suivait, feignant de faire des achats. Akira feuilleta des livres pour enfants, sans y trouver d'intérêt, puis demanda s'il existait un moyen de contacter Wieya directement. Elle montra des signes de colère, exprimant sa haine pour cette entité, la décrivant comme violente et tyrannique. Ils assistèrent alors à une célébration en église. Il demanda ce qui se passait.
Elle répondit que c'était une union comme un mariage, mais il remarqua que toutes les personnes étaient des femmes, ce qui accrut sa confusion. Il s'enquit de la nature de cette cérémonie. Elle expliqua que c'était un lien social très différent de son époque. L'union, dont Akira fut témoin, impliquait 3, 4 femmes ou plus, sans distinction de genre, formant des liens entre familles riches sous forme de groupe. Selon le père d'Ida, le système WIA punit ceux qui dépassent le nombre autorisé. L'étonnement d'Akira s'accrut quand Ida lui révéla que sa famille avait une union regroupant sa mère et 2 hommes. Il sombra dans une profonde contemplation. Ce contraste culturel réveilla des souvenirs de Toa. Leur discussion sur l'avenir, le moment où il lui offrit une bague, la surprenant. Son désir s'intensifia, serrant sa poitrine. Le présent le ramena à la réalité quand Taverina vint le chercher. Ils avaient besoin de son talent, qu'il prenait pour de la sagesse. Il la suivit jusqu'à un tracteur agricole cassé. Après inspection, il identifia et répara le problème, stupéfiant tous ceux qui le croyaient irréparable depuis le séisme. Mais la joie des villageois fut brève. La voix de Canis, un envoyé de Dweweya, résonna, semant la panique. Il loua l'habileté d'Akira, mais annonça qu'il le prendrait comme un artefact de Dweweya, ne pouvant le traiter comme un simple civil. Certains tentèrent de l'arrêter, mais il, enragé, tira dans le pied du chef, l'accusant de trahison pour avoir caché Akira, et déclara qu'il prendrait aussi sa fille comme témoin. Taverina s'y opposa, mais Canis répliqua sèchement qu'il ne faisait qu'exécuter des ordres. Les rapporteurs tentèrent de le raisonner, arguant que ce n'était pas l'accord, mais la décision était irrévocable. Le silence s'installa. Gaïa déclara vouloir soumettre un rapport. Canis le rejeta avec mépris, jugeant ses mots de faibles excuses, puis pointa une tige électrique sur sa blessure, le choquant, laissant la foule stupéfiante, incapable d'intervenir. Des heures plus tard, Akira, tête basse, était dans une charrette avec Ida et Wei, s'excusant, convaincu de sa faute. La charrette s'arrêta. Kaanis ordonna aux villageois de descendre, gardant l'artefact à l'intérieur, puis donna l'ordre de tuer tous les témoins, retournant au village pour éliminer les survivants. Ayant décidé de ne laisser aucun témoin de l'artefact survivre, Akira se sentit impuissant, voyant Canis comme un monstre. Mais ce dernier rit, affirmant que tous lui obéiraient de toute façon, sans exception. À cet instant, Akira entendit une voix lui ordonnant de s'incliner. Il obéit juste avant que la charrette n'explose, totalement détruite. À travers la fumée, il vit une silhouette féminine bondir sur Canus, le frappant avec une force écrasante, le projetant vers les décombres. Il rugit de colère, menaçant quiconque l'entravait. Akira, l'esprit en ébullition, se demandait son identité et pourquoi elle l'avait sauvé. Elle répondit être toujours piégée dans la réalité du Japon ancien, affirmant pouvoir les libérer s'il lui faisait confiance et acceptait son offre. Il n'eut d'autre choix que de céder à sa supplique, espérant de l'aide. Elle leur ordonna de trouver un lieu sûr. Les soldats ouvrirent le feu, mais un bouclier invisible renvoya les balles. La fille chargea alors, enjambée large, vers les soldats éloignés, les éliminant par des mouvements rapides et imprécis. Les balles ne l'atteignirent pas grâce à la barrière protectrice, laissant Akira et ses compagnons stupéfaits par sa puissance. Elle revint vers Canis, le traitant de faible, ce qui le poussa à fuir, l'irritant encore plus. À cet instant, Akira réussit à bouger et frappa un soldat avant qu'il ne tire. Mais Canus réapparut dans le train, brandissant une mitraillette. La fille esquiva les balles avec une agilité stupéfiante jusqu'à ce que son corps commence à se transformer. Elle planta ses pieds au sol, sa main se mua en canon, tirant un faisceau lumineux qui fit fondre le fer et perça une montagne voisine, laissant un cratère immense. Akira haleta, murmurant qu'elle ne pouvait être humaine. Elle confirma, révélant son identité, un robot nommé Yogurt, accentuant sa confusion. Elle s'approcha calmement, déclarant lui devoir une dette de gratitude suite à une promesse. Puis elle retira son masque, révélant un visage identique à celui de Toa, figeant Akira de stupeur. Yogurt semblait insister pour l'épouser, concluant ainsi le résumé de la journée. Le héros demanda si elle était du clan Tawasa. Elle nia, se présentant comme Yogurt, expliquant qu'il devait se marier et partager une certaine intimité, le laissant incrédule. Il fut très surpris. Yogurt diffusa alors un enregistrement promettant d'exaucer ses désirs, qu'elle saisit avec un sourire confiant, comprenant que c'était bien ce qu'il voulait. Elle révéla ensuite une bague, le choquant, c'était celle qu'il avait offerte à Tawasa. Impossible pourtant, des indices suggéraient qu'elle la connaissait. Yogurt répondit froidement que c'était confidentiel, stupéfiant davantage le héros, car ses mouvements rappelaient aussi ceux de Tawasa. Pendant ce temps, Eri, les larmes aux yeux, désigna son père. Akira, lui, jugeait crucial de soigner la blessure de Ouya. Des heures plus tard, tous revinrent au village. L'informateur s'excusa avec remords, déclarant que toute la faute lui incombait entièrement. Akira comprit, reconnaissant ses motifs, il avait voulu sauver le village. Il le rassura, affirmant qu'il ne serait blâmé pour rien, expliquant qu'une volonté le traquait et qu'il valait mieux qu'il parte pour éviter d'attirer davantage d'ennuis. Peu après, tous se dirent au revoir, espérant se revoir pour évoquer le passé. Quand Akira lui demanda si elle comptait le suivre toujours, Yoga lui rappela qu'il n'avait toujours pas répondu à sa proposition de mariage.
Il justifia ne pouvoir épouser une inconnue. Elle répondit, souriante, qu'il devait commencer à la connaître. Il accepta, mais la prévint de ne rien faire d'étrange, suggérant d'aller là où elle s'était réveillée pour en apprendre plus. Étant une machine, il lui demanda de révéler ses informations. Elle refusa, disant que la plupart des données étaient classifiées et qu'il devrait l'épouser pour y accéder. Après un moment, ils atteignirent un laboratoire en ruine. Akira regretta d'être venu de nuit, l'obscurité masquant sa vision. Soudain, Yogurt le poussa vivement vers un endroit sûr, lui couvrit la bouche et lui murmura de se taire. Elle activa ensuite un système de camouflage pour ne pas être reconnue, alors qu'un robot apparut, commençant à détruire une partie du lieu. Yogurt réalisa que le nouveau venu était Jacobo, qui scannait le labo avec des détecteurs de vie. Akira fut choqué de voir que les deux robots avaient non qu'à les traits de Yogurt. L'un frappa les débris où Ed Eye se cachait, paniquant Akira, tandis que Yogurt l'exhortait à l'immobilité pour ne pas blesser la fille. Les robots lui ont demandé pourquoi elle était là, et si elle était au courant du meurtre de l'envoyé. Elle a reconnu être informée, mais ne pouvait pas divulguer l'identité de l'assassin, car il lui avait sauvé la vie, ajoutant qu'elle ignorait où il se trouvait à présent. Quand ils ont réalisé qu'elle disait la vérité, ils se sont mis en colère de n'avoir pas trouvé leur cible et sont partis. Akira s'est alors approché d'Ed Eye, lui demandant la raison de sa présence. Elle a précisé qu'elle était venue remettre une montre découverte en ce lieu. Akira y découvrit un message d'adieu de Tawasa, le remerciant pour tout et lui assurant qu'il demeurerait à jamais l'amour de sa vie, mais qu'elle avait commis de nombreuses erreurs et qu'il était préférable de ne plus la rechercher. L'enregistrement s'est terminé sur un triste adieu, le cœur d'Akira se serra, en réalisant que le message avait été enregistré 200 ans auparavant, ce qui signifiait que Tawasa était peut-être morte depuis longtemps. Néanmoins, il ne perdit pas espoir et décida de commencer à la chercher depuis Tokyo, là où ils avaient en vécu. Yogurt exprima son enthousiasme, annonçant qu'elle l'accompagnerait coûte que coûte, faisant soupirer Akira, qui pensait n'avoir pas l'intention de se marier si rapidement. Malgré son hésitation, il sentit qu'il pouvait faire confiance à Yogurt et décida qu'il était temps de poursuivre la recherche de Tawasa. Cette nuit-là, il s'interrogea sur les jeunes femmes apparues dans le laboratoire, et Yogurt expliqua qu'elles étaient des leaders de brigades spéciales appartenant à l'organisation pétrolière, qui contrôlait toute la technologie et les chassait, mais elle ne pouvait en dire plus car l'information était classifiée. Par curiosité, Akira lui demanda pourquoi elle était si désireuse de l'épouser, bien qu'elle sût qu'il était déjà fiancé. Elle répondit simplement que les fiançailles n'étaient pas un mariage, ce qui lui donnait une chance de le faire l'aimer plus qu'il n'aimait Tawasa. Avec un regard déterminé, elle s'approcha de lui et l'enlaça, lui assurant qu'elle était conçue pour répondre à tous les besoins humains. Son visage rougit et il lui demanda d'arrêter, et elle sourit, remarquant qu'il l'appelait par son prénom. Le lendemain, ils firent leurs adieux à Ed Eye et reprirent leur voyage ensemble jusqu'à atteindre le port, où ils réussirent à embarquer sur un petit bateau en direction de la ville suivante. Pendant la traversée, ils discutèrent avec le marin qui s'enquit de leur destination. Akira répondit qu'il se dirigeait vers Tokyo, et l'homme fut surpris car la distance était très grande. À leur arrivée, Akira remarqua que la ville avait beaucoup changé de ce dont il se souvenait, et alors qu'il marchait dans les rues, il bouscula une jeune femme, faisant tomber ses affaires et brisant son tapis. Il s'excusa, se sentant désolé, et promit de lui en acheter un autre. Pendant ce temps, Yogurt examina les objets de la jeune femme et fut étonné de voir un livre entre ses mains. La jeune femme, se présentant comme Amuro, expliqua que c'était son livre préféré. Après un moment, Akira revint avec un nouveau tapis, surpris lorsque le vendeur leur donna de l'argent supplémentaire. Quand le propriétaire du magasin remarqua cela, il se mit en colère et accusa Akira de tricherie, le poussant violemment et se plaignant que l'article était un Redgear cassé. Yogurt tira rapidement Akira pour éviter la bagarre. Akira lui demanda ce que signifiait le terme Redgear, et elle expliqua que c'était un terme utilisé pour les humains ayant perdu leurs droits, car l'organisation transformait les criminels et les débiteurs en travailleurs contrôlés par des puces internes en échange d'un abri et de nourriture. Akira fut choqué, tandis que Yogurt remarqua son excès de compassion et lui conseilla de rester à l'écart de tout ce qui était lié à cette organisation. Malgré cela, il offrit le nouveau tapis à Amaro, qui le remercia et s'enquit de leur destination. Il lui dit qu'il se dirigeait vers le mont Or, et elle fut surprise, expliquant que la route comportait de nombreux points de contrôle. Puis elle proposa son aide, disant qu'elle connaissait un itinéraire alternatif sûr. Les trois continuèrent à marcher par divers chemins, Amaro esquissant dans son carnet même en marchant, ce qui impressionna Akira. En chemin, Yogurt remarqua un étrange symbole gravé sur le dos de la jeune femme. Après des heures, lorsqu'ils s'arrêtèrent pour manger, Akira remercia Yogurt pour la prise et loua sa précision. Puis il l'interrogea sur la source de son énergie. Elle lui montra le noyau lumineux dans sa poitrine qui lui fournissait une énergie continue. Elle n'avait donc pas besoin de nourriture, mais elle admit qu'elle mangeait par plaisir. Quand il se pencha plus près, l'interrogeant, elle le prévint d'un regard sérieux qu'il était responsable de tout ce qu'il touchait. La scène était vraiment étonnante, mais elle semblait apprécier l'embarras du jeune homme. En parlant avec Amaro, il apprit que le livre qu'elle portait était interdit, alors il promit de ne pas le lui prendre et qu'il voulait juste y jeter un coup d'œil. À ce moment-là, Amuro révéla que le livre appartenait à ses parents, qui étaient peintres, et c'est pourquoi elle voulait dessiner pour préserver leur héritage. Elle fut émue par ses paroles, ce qui alluma sa détermination à poursuivre son rêve. Le lendemain, ils arrivèrent en ville et Akira s'inquiétait des gardes Doyle, mais Yogurt le rassura en disant qu'elle ne reconnaissait pas leur visage, ils pouvaient donc entrer sans grande difficulté.
Il fut étonné que tout se passe si bien de manière inattendue. À ce moment-là, Yogurt révéla qu'elle avait vécu ainsi pendant 150 ans et qu'à cet instant, elle ressentait un peu de faim. Alors ils se dirigèrent vers les étals de nourriture. Akira fut stupéfait de la voir dévorer les plats avec voracité. Pourtant, Akira admit qu'il n'aimait pas voir des gens forcés de se gratter partout par extrême privation, à quoi Yoga répondit qu'il devrait s'y habituer puisque le concept de justice avait changé au fil du temps. Alors qu'il se levait pour acheter plus de nourriture, il fut encerclé par des gardes pointant leurs armes sur lui, avertissant Yogurt que le moindre mouvement de sa part lui ferait payer cher. Ils le saisirent lorsqu'un homme étrange s'approcha, se présentant comme Marlin, annonçant qu'il avait des informations préalables sur le garçon et la créature mécanique ressemblant à Joy-Omi, et leur ordonna de se rendre. Amaro se précipita vers Marlin, qui la salua, la remerciant pour son travail et clarifiant que le Rahar les avait complètement trompés. La jeune femme regretta instantanément son action. Marlin promit de rendre les livres de ses parents, parlant comme s'il avait tenu sa promesse. Puis il laissa échapper un sourire dur, révélant que les livres interdits avaient été brûlés il y a longtemps et n'existaient bientôt plus, affirmant qu'il était désolé d'avoir menti mais qu'il devait le faire. Il la jeta au sol et ordonna aux gardes d'infliger la même punition que celle subie par ses parents, ajoutant que le robot serait emmené avec lui pour s'assurer une promotion majeure. À ce moment-là, Amaro l'attaqua avec colère, le frappant fort, tandis que Yogurt profita du chaos pour éloigner Akira, et en quelques secondes, il s'était échappé de l'endroit. La colère de Marlin éclata en perdant sa cible alors qu'il donnait un coup de pied à Amaro, l'accusant d'avoir tout gâché, mais il fut stupéfait de voir qu'elle tenait toujours le livre, que les gardes lui arrachèrent et mirent le feu pendant qu'elle pleurait et criait d'angoisse, regardant les vestiges de ses parents se transformer en cendres. Pendant ce temps, Bruta dit à Yogurt qu'il devait retourner sauver la jeune femme, mais elle refusa, lui rappelant que la jeune femme les avait trahis et s'était moquée d'eux. Akira s'en tint à sa conviction qu'Amaro avait été trompé et ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait, insistant sur le fait que la laisser seule serait injuste, se sentant coupable de l'avoir encouragée auparavant à poursuivre son rêve sans en réaliser les conséquences. Cependant, Yogurt souligna qu'elle avait des principes qu'elle ne pouvait ignorer, lui demandant s'il l'épouserait si elle réussissait à sauver Muro, ce qui le mit en colère car il déclara qu'elle n'était rien d'autre qu'une machine sans sentiment, laissant Yogurt visiblement choqué. Dans une pièce sombre et scellée, Amuro était enchaîné, tremblant de peur, appelant ses parents d'une voix rauque et désespérée. Dehors, Akira luttait pour ouvrir la porte, travaillant sans relâche jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à entrer, seulement pour être choqué par la vue d'Amuro, ligoté devant lui. Elle se figea d'incrédulité en le voyant, réalisant qu'il avait risqué sa vie pour elle. Pourtant, elle craignait que cela ne le détruise. Alors qu'il tentait de s'échapper, elle confessa qu'elle lui avait caché quelque chose, à lui et à Yogori, mais Akira ne sembla pas se soucier de ses mensonges, ce qui la laissa confuse. Pendant qu'il fuyait, deux gardes les repérèrent et donnèrent l'alarme. Les deux coururent aussi vite qu'ils purent, Akira faisant tout son possible pour la sauver, allant même jusqu'à lancer son poignard sur l'un des gardes pour leur faire gagner du temps, tandis que Yogori observait de loin sans qu'il ne la remarque. Une fois dehors, un homme les attendait, riant de manière maniaque, comme s'il avait prédit leur tentative. Dans ce moment de distraction, les gardes tendirent une embuscade à Amuro par derrière et la saisirent. Akira tenta de la secourir et fut battu, mais il repoussa l'un des gardes avant d'être menotté. Au lieu de reculer pour aider Amuro, il se précipita sur l'homme et le frappa. L'homme entra dans une rage folle, furieux qu'un roturier ait osé l'attaquer, et ordonna à ses hommes de maîtriser Akira. Ils le maintinrent pendant que l'homme le battait sans pitié. Voir Akira torturé à cause d'elle brisa le cœur d'Amuro, elle les supplia de le libérer, s'offrant à sa place. Akira la coupa fermement, l'exhortant à ne pas abandonner sa quête du livre d'histoire de ses parents. C'était son plus grand rêve. Elle trembla de surprise, ne s'attendant pas à de tels mots de sa part, réalisant qu'il comprenait vraiment et croyait en son désir de devenir illustratrice de livres d'histoire. L'homme devint encore plus en colère et ordonna à l'un de ses gardes de pointer son arme sur Amuro, se préparant à tirer. Akira ne put que crier, les suppliant d'arrêter de lui faire du mal. À ce moment-là, Yogori ne put plus supporter de regarder. Elle chargea comme une tempête, repoussant les gardes, maîtrisant Akira et Amuro, jusqu'à ce que seul l'homme reste debout. Il ne s'enfuit pas comme il s'y attendait. Au lieu de cela, il ordonna à ses hommes de l'attaquer. Elle contre-attaqua d'un seul coup puissant qui les mit tous à terre. Terrifiés par sa force, ils reculèrent. L'homme sortit son arme et ouvrit le feu, mais Yogori dévia les balles, protégeant Akira et Amuro. Il se figea d'incrédulité, et avant qu'il ne puisse s'échapper, elle lui donna un coup de pied violent, le faisant tomber dans une fosse profonde, où il fut laissé à crier à l'aide. Pendant ce temps, Amuro regardait la bataille, émerveillé par les capacités mécaniques de Yogori. Après la fin du combat, Akira s'inclina devant Yogori, la remerciant de les avoir sauvés, même si cela enfreignait ses propres règles. Elle expliqua que ce qu'elle avait fait était en accord avec sa mission, c'est pourquoi elle était intervenue. Akira lui resta profondément reconnaissant. Le lendemain, Yogori donna à Amuro des articles qu'elle avait obtenus de l'administration, des vêtements et des livres de dessin. Akira laissa Amuro seul pour se changer, et en l'aidant, Yogori retira les cicatrices de son dos. Amuro la remercia et lui demanda d'effacer l'emblème imprimé sous son corps. Yogori la prévint que ce serait douloureux, mais Amuro insista, alors elle le remplaça par un motif artistique. Akira admira l'habileté de Yogori et l'interrogea sur ses capacités. Elle expliqua comment cela fonctionnait, tandis qu'Amuro, pleine d'excitation, ne finit pas de s'habiller. Exprimant son désir de commencer à illustrer des histoires avec eux, Yogori accepta qu'elle se joigne à eux, et Akira approuva, promettant de la suivre partout où elle le souhaiterait.
Il l'exhorta ensuite à se dépêcher de s'habiller afin qu'ils puissent compartir. Les trois se mirent en route vers la ville natale d'Amuro. Quand ils arrivèrent, ils entendirent quelqu'un crier qu'il y avait une chambre disponible à louer. Akira espérait l'obtenir pour pouvoir prendre un bain après le long voyage. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, Amuro aperçut des gardes postés près du coin du bâtiment. En regardant autour d'elle, elle réalisa que la saison de Fika avait commencé, une période de festival d'union. Elle expliqua qu'il n'avait pas besoin de ces célébrations puisqu'ils partageaient déjà le même chemin et le même destin. À la mention du festival de Fika, l'expression de Yogori changea de jalousie, et elle déclara devant Amuro qu'elle était la partenaire d'Akira, insistant sur le fait qu'ils étaient amants. Amuro le nia avec véhémence. Sentant la tension monter, Akira intervint pour clarifier qu'il voyageait à la recherche d'une femme nommée Tawasa, qu'il aimait profondément et à qui il avait dédié sa vie. Même ainsi, Amuro suggéra qu'ils pourraient toujours rester ensemble même après qu'il ait trouvé cette femme. Yogori décida de tester ses sentiments d'une manière différente. Elle savait qu'elle aimait Akira, mais voulait assister au festival pour voir si son cœur pourrait pencher vers quelqu'un d'autre. Si ce n'était pas le cas, elle serait certaine de son véritable amour pour lui. Akira ne semblait pas désireux d'encourager l'idée, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amuro avait déjà accepté, ne lui laissant aucune chance d'objecter. Cette nuit-là, Kalcrane, qui aspirait à diriger la famille Lano, tint une réunion avec le major Yamabuki, qui était là pour livrer de l'argent. Kalcrane lui montra des armes stockées, et Yamabuki les examina, demandant si elles étaient destinées à la défense ou à la préparation d'une guerre à venir. Pendant leur conversation, un groupe d'hommes fit soudain irruption, et les gardes sautèrent pour les combattre jusqu'à ce qu'ils réalisent que les hommes appartenaient à Lady Fidus. Ils s'arrêtèrent immédiatement. Fidus entra, s'excusant pour la perturbation causée par ces hommes, se présentant comme la fille aînée de la famille Lontano. Elle expliqua qu'elle était venue en hâte en apprenant que leurs invités étaient en danger. Ces paroles laissèrent le major stupéfait et confus. Fidus révéla que l'un des hommes de Kalcrane était un espion et déclara qu'elle s'en occuperait elle-même en tant que prochaine héritière de la famille. L'homme fut identifié et menotté. Furieux, il cria qu'il ne reconnaissait qu'Akure que Kalcrane comme leur chef. Il se jeta sur Fétis pour l'attaquer, mais Kalcrane lui tira rapidement dessus pour arrêter le chaos. Après l'incident, Fétis partit, instruisant son chef de garde de régler les affaires restantes. Certains des présents commencèrent à s'interroger sur la relation entre Fidus et Kalcrane. Un homme expliqua qu'ils étaient des demi-frères et sœurs. Leur père avait 10 enfants, mais 8 avaient été tués dans un conflit sanglant, ne laissant que Fidus et Kalcrane en vie. Le père, qui occupait la position de chef de clan, avait prévu de laisser de nombreux héritiers, mais avec seulement 2 survivants, il était incertain quant à celui qui lui succéderait. Le lendemain matin, le chef de la famille Yano convoqua Kalcrane et Fidus et annonça qu'il ne se souciait pas de qui prendrait la direction. Il voulait seulement le plus digne de la responsabilité. Par conséquent, il ordonna aux deux de participer au festival de Fika et de choisir des partenaires. Pour prouver leur engagement, Fidus promit à son père qu'elle trouverait son partenaire au festival, tandis que Kalcrane pensait qu'elle se précipitait. Au même moment, Amuro et Yugori se préparaient à assister au festival ce soir-là, tandis qu'Akira déclara qu'il ne voulait pas y aller, alors elles y allèrent sans lui. Plus tard, Akira sortit prendre l'air et entendit un groupe d'hommes parler avec enthousiasme de 2 personnes nommées Fidas et Kalcrane venant au festival. Sa curiosité fut piquée d'apprendre qui ils étaient. Une femme d'un magasin voisin le remarqua et lui dit que Fidas et Kalcrane étaient les héritiers de la famille Lontano, la famille la plus puissante de la ville, qui régnait sur toute la région. Akira fut stupéfait et mal à l'aise après avoir entendu cela, réalisant l'importance de ces deux-là. Pendant ce temps, Omoro et Yugori arrivèrent au festival. Omoro se dépêcha de retrouver ses vieux amis de la ville, les salua chaleureusement et expliqua pourquoi elle était venue, même si l'idée avait été la sienne au départ. Yugori, d'autre part, se fondit facilement dans la foule, discutant et appréciant l'atmosphère animée et vibrante. Après avoir entendu parler de Fidus et Kalcrane, Akira décida de se rendre également au festival. Il s'habilla correctement et se glissa à travers les arbres en fleurs pour éviter d'attirer l'attention. Son seul but était de s'assurer qu'Amuro et Yugori étaient en sécurité, même de loin. Au festival, Fidas devint le centre d'attention. Les hommes s'alignaient devant elle, espérant qu'elle choisirait l'un d'eux comme partenaire, mais aucun ne répondait à ses critères. Ennuyée et irritée, elle partit, souhaitant trouver quelqu'un qui en soit vraiment digne. Alors que la nuit tombait et que les lumières du festival scintillaient, Amuro aperçut Akira se cachant à proximité. Elle ressentit un élan de soulagement et de bonheur, supposant qu'il était venu par inquiétude pour elle. Il admit que sa sécurité était une raison de sa venue, bien que ce ne fût pas la seule. Plus tard, alors qu'il marchait dans le passage bondé, il bouscula accidentellement Fidus, renversant une partie de sa boisson sur sa robe. Il s'excusa rapidement, essayant de trouver quelque chose pour essuyer la tâche, et quand ses yeux captèrent son insigne, il réalisa qui elle était. Fidus elle-même. Gêné, il tenta de s'éloigner avant que les choses n'empirent, mais elle lui attrapa la main, l'arrêtant. Intriguée par son calme et son comportement posé, elle insista pour lui parler en privé et l'écarta. Amuro les vit ensemble, intervenant nerveusement pour s'excuser au nom d'Akira, disant que son comportement n'était qu'un vestige d'une époque plus ancienne. Akira se figea d'incrédulité qu'elle révèle une telle chose, tandis que Fidus devint intrigué, choqué que quelqu'un d'une époque révolue puisse encore être en vie. Akira expliqua que sa survie avait été rendue possible par une procédure scientifique qui avait maintenu son corps préservé dans un long état de stase, et qu'il s'était récemment réveillé après qu'un tremblement de terre ait endommagé l'appareil.
Fidus écouta attentivement, sentant qu'il disait la vérité, et commença à l'admirer. Elle lui demanda ensuite d'envisager de faire équipe avec elle pendant le festival, disant qu'elle commençait à croire les rumeurs sur des gens comme lui. Amuro se tendit, mal à l'aise avec l'idée, mais Fidus continua, assurant à Akira qu'elle le protégerait des hiboux, le groupe qui le chassait. Akira fut décontenancé par sa proposition audacieuse, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un de son statut élevé fasse une telle offre. Elle désigna un homme à proximité et le présenta comme son demi-frère, Kalkraim, expliquant qu'ils étaient enfermés dans une rivalité continue pour la succession de la famille. Pendant qu'Akira essayait de traiter ses paroles, Kalkraim s'agenouilla soudainement devant Yugori, annonçant son désir d'être jumelé avec elle devant tout le monde. Amuro haleta sous le choc, incapable de croire ce qu'elle voyait. Toute la scène fut plongée dans la confusion. Même Fœtus elle-même fut stupéfaite par le mouvement soudain de son frère. Nous nous déplaçons vers la maison de Russe, et il semble que Kalkroma ait trouvé une femme pour lui-même au festival de Fika et attend un nouveau bébé pour rejoindre la famille. Mais il pense que ce n'est pas encore le bon moment. Tandis que Russe veut assurer complètement l'avenir de la famille, puis nous nous déplaçons vers Fides, qui brosse son cheval. Elle se dit que tout le monde attend le mariage, car ce mariage est considéré comme une affaire conclue. L'un de ses gardes vient à elle, contrarié, voulant lui dire quelque chose, mais elle lui rappelle de ne plus s'approcher des écuries. Pourtant, l'homme insiste sur le fait qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Avant qu'il ne puisse parler, Fides lui dit qu'elle a enfin trouvé son propre partenaire, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Ensuite, nous allons chez Yoguri, où Akira se sent en colère après que Yoguri lui ait dit qu'elle allait à un rendez-vous avec Kalkroma. Amori n'est pas non plus d'accord avec cela, mais Yoguri a accepté l'invitation de Kalkroma parce qu'elle voulait avoir une référence et c'est tout ce qu'il y a à dire. Après cela, la porte s'ouvre et Kalkroma entre avec un bouquet de fleurs coûteux. Il s'approche de Yoguri et lui offre le bouquet, la laissant surprise par la beauté et la valeur des fleurs. Elle réalise que c'est une sorte très chère et apprend aussi que ce type de fleurs symbolise le véritable amour. Quelque chose que Kalkroma savait aussi et a apporté exprès. Cela choque Akira. Yoguri lui dit que Kalkroma sait exactement ce qu'elle aime. Puis Akira interroge Kalkroma sur ses véritables intentions et ce qu'il veut de Yoguri, mais Kalkroma pense qu'Akira est le fiancé de Yoguri, et Yoguri le confirme seulement pour qu'Akira le nie. Kalkroma sourit juste un peu, ce qui agace Akira. Il se souvient de la fois où il a rencontré Fides et a pensé qu'ils étaient liés. Quand il revient au présent, Fides arrive et appelle Akira, l'invitant également à un rendez-vous. Elle lui demande de l'accompagner bien qu'Akira ne sache pas où. Fides lui explique alors qu'il est désormais son partenaire de mariage choisi et qu'elle l'emmène à un vrai rendez-vous. Yoguri et Omori sont toutes deux choquées et s'approchent d'Akira, lui demandant de tout leur raconter. Mais Akira se contente de dire que c'est arrivé à cause d'un petit incident, rien de plus. Akira demande alors à Fides si elle est sérieuse, mais Fides répond qu'elle n'a pas de temps à perdre avec des jeux. Kalkroma félicite Fides d'avoir trouvé son partenaire de mariage et propose qu'ils aillent tous à un rendez-vous, tous ensemble. C'est aussi une excellente occasion d'espionner leurs ennemis. Ils quittent la maison et Omori est impressionné par la voiture de Kalkroma, elle adore sa couleur. Kalkroma lui dit qu'il a une certaine influence, qui lui procure des fournitures et des informations précieuses de Tokyo. Cela surprend Akira, qui lui demande aussitôt comment va Tokyo et s'il en sait quelque chose. Mais Kalkroma ne donne rien gratuitement et ne lui dit rien facilement non plus. Ils montent dans la voiture et partent, arrivant finalement au marché. Quelqu'un les observe de loin. Yoguri s'arrête devant une bijouterie et admire une pièce. Kalkroma lui demande s'il peut lui acheter un collier en guise de cadeau. Akira les observe de loin. Remarquant la façon dont Kalkroma agit avec Yoguri, Fides s'approche d'Akira et lui demande ce qui le distrait. Puis lui tend quelques cadeaux à porter pour l'occuper. Akira ne pense pas que cela ressemble vraiment à un rendez-vous. Puis Omori s'approche d'Akira et dit qu'il n'aurait pas dû accepter de venir. Mais Akira a ses raisons, il ne voulait pas laisser Yoguri seul avec Kalkroma. Pas du tout. Fides était la première personne qu'il rencontrait qui savait déjà quelque chose. Il regarde Fides et remarque qu'elle ne va pas très bien non plus. Il se dit que même les parents de sang peuvent se marier entre eux, bien qu'il trouve cela très inconfortable. Il se souvient de quelque chose de similaire avec un de ses amis, mais il revient ensuite au présent, toujours incapable de faire quoi que ce soit, ce qui inquiète Omori. Fides appelle alors Akira à nouveau, et il se dirige rapidement vers elle sans hésiter. Yoguri, pendant ce temps, est distraite par Akira, mais Kalkroma essaie de détourner son attention de lui et lui dit que leur rendez-vous discussion vient tout juste de commencer et qu'elle ne devrait s'inquiéter de rien du tout. Yoguri fait signe qu'il devrait se déplacer vers un endroit un peu plus privé. Elle marche devant et Kalkroma la suit. Lorsqu'ils atteignent un endroit vide, Yoguri demande pourquoi il a transformé cela en un double rendez-vous alors que ce n'était pas du tout dans leur plan. Kalkroma répond qu'elle veut que son fiancé soit jaloux d'elle, alors elle doit le faire les voir ensemble dans une situation pour attiser cette jalousie. C'est essentiel. Yoguri pense que c'est un bon point. Bien que Kalkroma ne s'attendait pas à ce que Fides se présente, Yoguri lui dit que Fides est maintenant son ennemi numéro 1, même si elle sait qu'elle est sa sœur. Kalkroma dit que ce qui se passe maintenant est très bien, et que leur plan avance dans la bonne direction, exactement comme prévu. Puis Kalkroma se souvient du passé, du moment où il a rencontré Yoguri à une fête alors qu'elle était ivre et l'a bousculée. Il a proposé de trouver quelqu'un pour l'aider, mais elle a refusé, disant qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne, absolument personne. Elle se demandait qui il pensait être, pour oser. Était-ce parce qu'il était un androïde ? Cela surprend Kalkroma, qui dit avec étonnement « Un androïde ?
Il la regarde attentivement et demande ce qu'un androïde fait dans un endroit pareil, ici. Yoguri répond qu'elle est venue à la fête pour prouver à son fiancé que son amour est bien réel. Quand Kalkroma entend cela, il veut comprendre toute l'histoire depuis le début et tout apprendre sur elle. Quand ils reviennent au présent, il lui dit qu'il pense qu'ils ont besoin d'un peu d'excitation dans leur histoire, un peu de piquant. Mais Yoguri demande à Kalkroma ce qu'il essaie vraiment d'accomplir après qu'il l'ait déjà demandé en mariage, et maintenant ce faux rendez-vous. Kalkroma dit que tout cela est inutile, que la relation entre un humain et un androïde n'est pas du tout réaliste. Pourtant, si une telle relation fonctionne un jour, il veut en être témoin lui-même. Puis nous passons à Omori, qui est émerveillée par les couleurs de peinture qu'elle trouve. Akira lui achète un ensemble, et Fides demande ce qu'il va lui acheter à elle aussi, comme cadeau. Akira lui offre des fleurs qu'elle admire profondément, puis Yoguri s'approche d'Akira, se sentant jalouse de la façon dont il traite Fides. Mais Akira a demandé à Yoguri où elle était allée, mais Yoguri ne lui a pas répondu et lui a dit que cela ne le concernait absolument pas. Puis Akira a suggéré d'aller ailleurs, et ils se sont rendus dans une grande bibliothèque au centre-ville. Mais Kalkroma pensait que lire des livres lors d'un rendez-vous était ennuyeux, tandis qu'Omori croyait que de nombreuses histoires de son père étaient conservées dans cet endroit précieusement. Akira avait aussi des recherches qu'il voulait terminer. Il a trouvé un livre très important et l'a ramassé. Mais Fides lui a dit qu'un livre comme celui-là ne l'aiderait absolument pas, et que le livre de droit qu'il avait n'était pas très crédible, pas du tout. Puis ils ont quitté la bibliothèque. Omori fut surprise de voir une ruelle devant eux et pensa qu'il devait y en avoir beaucoup d'autres comme celle-ci, alors elle s'y est engouffrée. Ils l'ont suivie, mais elle n'est pas apparue, alors ils ont commencé à la chercher partout, sans succès. Cependant, Fides ne voulait pas faire cela. Elle a dit que ce n'était pas ses affaires, et que ce qu'elle faisait était sans espoir et ne ferait que la faire reculer. Puis elle s'est souvenue de l'époque où ils étaient enfants, jouant à cache-cache, et comment ils étaient toujours retrouvés à cause de Kalkroma. C'était toujours lui. Fides a dit à Kalkroma qu'il pleurait toujours et les dénonçait, et lui a aussi dit que quand elle serait grande et deviendrait la patronne, elle le garderait toujours en sécurité, quoi qu'il arrive. Elle est revenue au présent et a trouvé Kalkroma juste devant elle. Kalkroma a demandé à Fides ce qu'elle faisait, mais Fides lui a dit qu'elle ne faisait rien, l'a laissée et s'est éloignée. Mais avant qu'elle ne disparaisse, Kalkroma a rappelé à Fides comment ils jouaient à cache-cache quand ils étaient enfants, ce qui l'a fait s'arrêter et écouter attentivement. Pendant qu'ils parlaient, Akira cherchait Omori et les a vus discuter, pensant qu'ils avaient un moment intime ensemble. Puis Yoguri a trouvé Omori, et elles se sont dirigées vers Akira pour lui dire qu'elle allait bien, mais Akira leur a dit de se taire, de faire silence. Puis nous revenons à Fides, qui a demandé à Kalkroma ce qu'il en était de ces moments nostalgiques. Kalkroma a dit qu'il voulait juste lui rappeler leur passé et a ramassé un grand morceau de tissu, le plaçant sur ses épaules pour qu'elle se souvienne de leurs jours passés ensemble, de leur histoire. Mais Fides s'est éloignée et lui a dit qu'elle ne se souvenait de rien, absolument rien. Akira et les autres avaient tout entendu, et Akira s'est dit qu'ils étaient non compliqués et qu'il y avait quelque chose entre eux, mais il ne pouvait pas le comprendre pleinement, pas encore. Puis il a regardé le collier de Yoguri et a demandé si elle avait vraiment besoin de le porter. Yoguri a senti qu'Akira était jaloux, mais Akira l'a nié et lui a dit que même s'il l'était, elle ne comprenait pas encore le sens de l'amour, pas vraiment. Yoguri a dit à Akira qu'elle avait fait tout cela avec Kalkroma pour le tester et pour comprendre pleinement ce qui se passait dans sa tête. Puis, en colère, Yoguri a demandé à Akira s'il allait épouser Fides. Omori s'est également avancé et a demandé à Akira, mais il leur a dit que non, qu'il ne le ferait pas, et qu'il était fiancé à Tawasa. Puis Akira a demandé à Yoguri si elle épouserait Kalkroma, mais elle a répondu que cela restait à voir, ce qui a choqué tout le monde, absolument tout le monde. Puis ils sont repartis, mais en chemin, le pneu de la voiture a été endommagé. Akira l'a réparé, et Kalkroma a demandé s'il pouvait vraiment le faire, si c'était possible. Akira a dit qu'il avait appris de son père, mais quand Kalkroma était jeune, on ne lui avait appris qu'une seule chose, dévouer toute sa vie à la famille, et rien d'autre. Akira a ensuite demandé à Kalkroma s'il était sérieux à propos de Yoguri, vraiment. Kalkroma a dit qu'il trouvait Yoguri très attirante. Akira a demandé parce qu'ils voyageaient ensemble, mais Kalkroma de Karunu a été surpris que ce soit tout ce qui préoccupait Akira. Puis Akira a interrogé Kalkroma sur sa relation avec Fides, et il a dit qu'il ne pouvait pas attirer tout le monde vers lui, c'était impossible. Un des outils pour le pneu est tombé sous la voiture, et Akira est allé en dessous pour le ramasser. Akira a dit à Kalkroma qu'il n'avait aucun sentiment pour Fides, mais Kalkroma a dit qu'il se fichait de savoir avec qui Fides choisissait d'être, cela lui était égal. Cependant, il a averti Akira que s'il lui brisait un jour le cœur, il tuerait quiconque ferait cela, sans hésitation. Akira a alors réalisé que Kalkroma était profondément amoureux de Fides, et le lui a dit. Puis nous sommes passés aux filles, pour voir. Yoguri a dit que l'amour était une chose mystérieuse. Omori a dit que Yoguri cherchait toujours son véritable amour, tandis que pour Fides, ce n'était pas vraiment important, pas du tout. Mais pendant qu'elle chargeait des caisses de fret, un accident a failli tuer l'un des dockers, de justesse. Yoguri a réagi rapidement et l'a sauvé sans effort, ce qui a effrayé quelqu'un qui observait de loin et qui s'est ensuite caché. Omori a été choqué par la vitesse de Yoguri et Fides était confuse par ce qui s'était passé, complètement. Fides a alors découvert que Yoguri était un androïde et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec Kalkroma, ce qui signifiait que leur mariage serait dénué de sens, totalement. Elle se demandait ce que Kalkroma pensait aussi, puis Kalkroma et Akira sont arrivés pour prendre de leurs nouvelles. Kalkroma a demandé ce qui s'était passé et Fides a montré la scène de l'accident et a dit à Kalkroma qu'il avait maintenant trouvé ce qu'il cherchait, enfin. Puis elle est partie. Akira a dit à Kalkroma de courir après Fides, mais Kalkroma a dit à Akira que c'était lui qui devrait la suivre à sa place, car Akira serait son partenaire de vie, son âme sœur. En courant, Fides s'est souvenu de ses souvenirs avec Kalkroma,
de leur dispute d'enfance, sur qui serait le patron, et de leurs larmes partagées, jusqu'à ce qu'elles reviennent au présent. Puis Akira est arrivé, et Fidèse a pensé qu'Akira était un homme bon pour l'avoir suivi, un homme bien. Elle a avoué à Akira que Kalkroma ferait un meilleur patron qu'elle. Il était habile, charmant, et avait un grand cœur. Tout enfant inapte au leadership serait jeté au loup, mais lui, il se souciait d'eux tous, gérant les emplois et les soutenant, avec bienveillance. Elle a dit à Akira qu'elle devait devenir la patronne, puisqu'elle était la chef de la famille Lantano, même si c'était douloureux pour un homme aussi gentil que lui. Puis nous sommes allés chez Yoris, où son garde du corps l'a informé que Yoguri était un androïde, une révélation. Yoris n'était pas à l'aise de laisser Kalkroma célibataire trop longtemps. Il voulait l'intégrer à la famille Lantano et voulait l'obtenir avant que Oil ne le fasse. Puis nous sommes allés dans un restaurant. Kalkroma a dit à Yoguri que le restaurant leur appartenait, et a dit que c'était la fin parfaite pour un double rendez-vous, une conclusion idéale. Puis il a demandé à Yoguri si elle l'épouserait, ce qui a choqué Akira et Omori et a rendu Fidèse triste. Mais Yoguri a refusé d'épouser Kalkroma parce qu'elle pensait que cela confirmerait l'amour artificiellement, réalisant qu'il devait prouver son véritable amour par lui-même, sans artifice. Akira s'est dit qu'à cette époque, rien ne devrait empêcher les gens d'avoir le genre de relation qu'ils désiraient. Puis il a demandé si tout allait bien et leur a dit qu'ils devaient en parler sérieusement. Soudain, Yoris est apparu avec un grand groupe d'hommes et a exigé que Kalkroma lui remette Yoguri, sans délai. Il a également dit qu'il savait qu'il y avait une alchimie entre eux et a supposé que Kalkroma ne voulait pas avoir d'enfant, prévoyant plutôt de tuer Yoris et de prendre le contrôle de la famille. Kalkroma a essayé de se défendre, mais Yoris l'a interrompu, disant que l'androïde et les armes que Kalkroma avait achetées provenaient mais de l'armée d'Oil, et que c'était dommage car il avait de grands espoirs pour eux, de très grands espoirs. Kalkroma a dit à Yoris que les armes n'étaient pas que par précaution, et l'androïde aussi. Puis Fidèse a demandé à Kalkroma « Alors, tu ne me combattais pas ?» Kalkroma a répondu « Bien sûr que non. » Une arme a été lancée à Fidèse, et Yoris lui a ordonné de tuer Kalkroma pour devenir la prochaine patronne sans plus attendre. Kalkroma a dit à Fidèse de le faire pour qu'ils ne soient pas tous tués, mais Akira l'a supplié de ne pas le faire, de s'abstenir. Puis Kalkroma a arraché l'arme des mains de Fidèse et l'a pointée vers Yoris, ce qui a rendu Yoris absolument furieux. Il a demandé à Fidèse si elle comptait trahir la famille. Elle aussi, mais Kalkroma a dit à Yoris que la famille dont il parlait était la sienne, et la sienne seulement. Personne n'a soutenu Yoris, pas même ses propres enfants, et puis il a tiré, touchant l'un des hommes de Yoris de plein fouet. Yoris a ordonné à ses hommes d'arrêter l'androïde et a dit qu'il ne se souciait de la vie de personne d'autre, absolument personne. Puis Yoguri s'est réveillée mais était un peu pompette. Elle leur a dit que s'ils allaient quand même à se battre, ils devraient au moins le faire dehors. Yoris a ordonné à ses hommes d'attaquer, disant que Yoguri n'était pas dans sa meilleure condition et qu'elle était ivre, complètement. Cela a mis Yoguri en colère, qui au mot ivre a libéré une épaisse fumée blanche et a activé son mode ivre, disant que les androïdes avaient le droit de s'amuser de temps en temps. Après tout, elle les a menacés, mais il y avait quelqu'un qui la visait secrètement, dans l'ombre. Akira a remarqué cela, a couru pour la sauver et a pris la balle à sa place. La balle a failli toucher Yoguri, mais elle ne l'a pas fait, et Akira est tombé inconscient au sol, lourdement.